parlons de dette et d'activité de financement 2025. Le régime d'assurance chômage, c'est un régime de 1958 à 2008 qui a été grosso modo à l'équilibre. Depuis 2008, il y a eu la crise des subprimes, puis il y a eu la crise Covid, il a fallu financer et ça a créé une dette et cette dette, il faut la rembourser. Et du coup, on va aller sur les marchés financiers et on va leur dire qui peut me prêter 2 milliards ? Ce sont des opérations particulières pour l'Unédic puisqu'il s'agit de lever de l'argent pour assurer le paiement des allocations chômage. Les craintes concernant les droits de douane ont infecté littéralement l'ensemble des marchés. Le risque, c'est que le jour où on annonce officiellement l'opération au marché financier, qu'on n'ait pas de demande de la part des investisseurs. Et dans le contexte actuel où à tout moment on peut avoir un tweet qui arrive sur les écrans, c'est pas un risque négligeable. Et donc c'est toujours un événement stressant, tendu, parce que il faut les réussir. L'Unédic a des recettes qui viennent des cotisations patronales et de la CSG, mais elle a des dépenses pour payer les allocations, bien sûr, mais aussi pour financer France Travail. Quand c'est à l'équilibre, c'est formidable, mais des fois, on est en déséquilibre. Et pour équilibrer les comptes, sur une certaine période, il a fallu s'endetter, c'est-à-dire aller sur les marchés obligataires à l'international pour emprunter de l'argent afin de faire face à nos dépenses. L'émission obligataire, dans la manière dont l'Unédic la réalise, c'est une opération syndiquée. Ça signifie que ce n'est pas auprès d'un seul investisseur, mais auprès d'une communauté d'investisseurs, qui peut être en France, en Europe et partout dans le monde. Ces roadshows sont extrêmement importants pour faire connaître le modèle, expliquer comment on fonctionne, les recettes, les dépenses futures, les modes de gestion, les modes de régulation, comment on équilibre les comptes à moyen terme. C'est des éléments extrêmement importants pour les investisseurs qui ont le choix dans le monde d'investir sur beaucoup de choses et qui ne connaissent pas tous forcément l'Unédic. Fin mars, début avril, nous sommes partis en Asie avec le directeur général de l'Unédic, Christophe Valenti, et le directeur financier, Johnny Mollard. Alors nous sommes passés au Japon, à Tokyo, nous sommes passés en Corée, à Séoul, nous sommes passés à Hong Kong, puis à Singapour. Tout ça en l'espace de 8 jours. Pendant ces 8 jours au total, on va voir une dizaine d'investisseurs, environ, plus, encore une fois, des banquiers qui sont implantés sur place, travaillent pour la banque avec laquelle on organise tous ces déplacements. 4 pays en 8 jours, c'est évidemment dense, mais évidemment super enrichissant, puisque la vision des investisseurs asiatiques est très différente de la vision européenne et de la vision américaine. Même si on est une devise en euros un peu moins centrale dans leur sujet, même si voilà, il se passe des choses au niveau international, il y a quand même la question de la stabilité du dollar. Et le sujet de l'ESG qui est aussi le grand paradoxe du jour, ou en tout cas du moment, avec un éloignement progressif côté américain, alors que c'est une tendance de long terme qui est ancrée en Europe. ESG, c'est un acronyme qui vaut pour environnement, social, gouvernance. Donc c'est en fait une manière d'analyser les sociétés dans lesquelles un gérant d'actifs comme nous investit au prisme de 3 critères. Donc un critère très classique qui est celui de la gouvernance des entreprises, mais aussi la dimension environnementale. Et enfin un 3e pilier qui est le pilier social. On voit aujourd'hui qu'on a des émetteurs importants qui s'engagent résolument sur le sujet et qui ont la capacité à démontrer l'impact de ce qu'ils font. L'Unédic en est un bon exemple. Le décryptage éco et donc cette panique, Fanny Guinochet, sur les marchés financiers, la guerre commerciale fait tanguer l'ensemble des bourses. Effectivement, ce matin c'est le plongeon sur les bourses asiatiques, moins 3% en Inde, 7% de moins à Tokyo, jusqu'à moins 10% à Taïwan à l'ouverture. C'est dans la droite ligne de la chute des marchés à Wall Street aux États-Unis, qui la semaine dernière ont connu la pire semaine depuis le Covid. L'émission obligataire, c'est un process qui est assez long dans le temps, puisqu'on parle souvent de l'exécution le jour J de l'émission. Donc ça, quelque part, c'est assez rapide, ça dure un jour, voire même une seule matinée. Néanmoins, c'est un process assez long dans la mesure où il faut préparer l'émission en amont. C'est la phase durant laquelle nous allons concrètement décider du type de projet que nous allons annoncer au marché. Suite à l'annonce des droits de douane, on a vu la volatilité grandement augmenter, que ce soit les marchés actions, mais aussi les marchés obligataires. De nombreux investisseurs pourraient ne pas souhaiter participer à des opérations au regard du contexte et au regard de l'incertitude. Le marché est d'une volatilité extrêmement forte.
On a bien sûr tous entendu les déclarations politiques, les revirements sur les droits de douane, sur la situation géopolitique, sur les guerres, ce qui fait que le marché a pu bouger extrêmement vite. Donc ce qui pouvait être avant des périodes à peu près sur 1 mois, 2 mois, vous avez à peu près la stabilité, là dans la même semaine, ça peut changer. Donc là, on est dans une situation très particulière. L'opération qu'on discute aujourd'hui entre la direction générale et les équipes financières de l'UNEDIC peut à tout moment tomber à l'eau. Plusieurs sujets qu'on veut évoquer, c'est 1, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? On regarde ce qu'on voit. 2, si oui, pour quel projet? Il nous faut un minimum de 2 milliards d'euros dans le livre d'ordre. Alors certes, on a la capacité de réduire la taille de l'émission, mais le signal envoyé à la communauté financière et aux investisseurs serait mauvais pour l'UNEDIC. On avait discuté de 3 projets éventuels, 10 ans, 12 ans, 15 ans. On a notre préférence pour rester sur un 10 ans. C'est ce qu'on s'était dit, ouais. Exactement. Et au regard de tout ce qui se passe, on a le sentiment qu'il faudrait octroyer un peu plus de concessions au marché et aux investisseurs pour éviter d'avoir à vivre ce qu'a pu vivre l'émetteur français ce matin, à savoir une moindre demande. Faut y aller, hein. Eh bien super, dans ce cas on va se dépêcher d'aller mandater les banques avec Cassandre et après on pourra annoncer au marché le mandat pour une exécution demain matin. Alors à ce moment-là, en interne, on a décidé d'y aller. Quand on décide d'y aller, on prend notre téléphone et les banques qui composent le mandat, qui a été validé par Christophe, vont nous dire c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Salut Florian. Écoute, je t'appelle parce que je viens d'avoir une discussion à l'instant avec Christophe pour valider le projet. Donc on va bien y aller. Ah bah excellent, super nouvelle, super nouvelle. C'est vraiment la veille qu'on le sait, donc on prépare les choses en amont, on échange énormément en amont, et une fois que l'UNEDIC a décidé que voilà, c'était le bon moment et qu'il se sentait capable de faire l'émission, ensuite la dernière décision à prendre c'est qui va nous accompagner. Toutes les plus grandes banques internationales sont en concurrence pour accompagner l'UNEDIC dans ses opérations obligataires. Les montants qui sont levés, ils sont très importants. C'est important du coup qu'il y ait aussi une variété de banques qui soient impliquées, certains avec des capacités plus européennes, d'autres plus américaines, des banques et beaucoup de banques globales. On a choisi 5 banques qui vont nous accompagner sur cette opération et qui seront là demain pour réaliser cette opération et parler en direct aux investisseurs et essayer de leur vendre les titres émis par l'UNEDIC. On aimerait pouvoir annoncer là dans les prochaines minutes afin de se donner un maximum de visibilité, notamment auprès de la base d'investisseurs asiatiques qu'on a. Et évidemment, l'exécution serait demain. Qu'est-ce que tu en penses? On peut y aller, ouais, on peut y aller demain. Le marché est bon, donc... ouais, on est bon là. Bon bah super, allez à tout à l'heure, merci beaucoup. Le jour J, on arrive assez tôt, à 8h, pour justement s'assurer de la bonne tenue des marchés financiers et du lancement de l'opération. Puisqu'on projette souvent d'ouvrir les livres d'ordre à 9h. Et on fait justement un appel téléphonique avec l'ensemble des banques mandatées pour faire le fameux Go, No-Go Call, justement qui viendra valider le lancement de l'opération ou alors tout annuler au regard du contexte. I suggest we just start with the market wrap-up and what you see. It seems pretty good. Great, thank you Annabelle and good morning to the UNEDIC team. Our recommendation would be to get the message out this morning at +10 area, and we did have a discussion this morning over whether or not a +11 area start would help in order to broaden participation and help with that initial momentum. We'll just take a few seconds to think about the starting point. Dans les minutes qui précèdent l'émission, on regarde comment se comporte le marché et on définit les derniers paramètres de l'émission. Donc on avait défini en amont que ça serait du 10 ans et ensuite là on ajuste ce qu'on appelle le spread, ce qui va être cette marge que l'UNEDIC va proposer aux investisseurs au-dessus d'une référence qui va être la dette de l'État français, donc les OAT. On l'annonce au marché et ensuite les investisseurs vont nous indiquer leurs intérêts. En fonction de leurs intérêts, on va avoir la capacité ou pas à resserrer cette marge. Bien évidemment, l'objectif pour nous, c'est de resserrer au maximum cette marge pour que l'UNEDIC paye sa dette le moins cher possible. Okay, sorry for taking a few minutes.
Thanks for the feedback. We are definitely considering the option and the proposition of +11, but we do think +10 area is more reasonable given the size that, as you know, is going to be a no-grow anyways. And we would prefer a smooth execution and possibly not having to tighten too much. Thanks a lot. Great, thank you. Thank you very much. And have a good day all. See you soon. À 9h, on ouvre les livres d'ordre. Et donc c'est là justement que les sales des banques, les vendeurs, vont se mettre en relation avec l'ensemble des investisseurs potentiels pour vendre les titres émis par l'Unédic. Et durant toute la matinée, nous on va avoir des discussions avec les équipes de banque et en interne pour voir la dynamique justement de construction du livre d'ordre et à partir de ça, adapter la stratégie de l'émission pour in fine clôturer le livre d'ordre en fin de matinée. Donc on a lancé l'opération il y a désormais une vingtaine de minutes. On a 1,5 milliard d'intérêt de la part des investisseurs. Je me connecte au livre d'ordre, je l'ouvre et je me suis dit, c'est bizarre. La dynamique n'est pas du tout la même que celle que j'ai connue sur les derniers livres d'ordre des dernières émissions qu'on a réalisées. Je vois pas les mêmes noms, je vois pas les mêmes types d'investisseurs et surtout je vois pas les mêmes montants que je connais d'habitude. Mais c'est pas, y a pas grand chose dans ce livre. Il y a 40 lignes là-dedans là. 1,2 milliard, 46 investisseurs. Ouais, c'est pas ouf. Ce serait plus confort avec une trentaine de plus. Ça va arriver. Ouais, ça va venir, mais... Il y a eu une première phase où la construction du livre d'ordre était assez lente, en comparaison aux émissions préalablement réalisées par l'Unédic. Ça, on l'explique par plusieurs raisons, la principale étant le contexte. On a parlé déjà du niveau de volatilité autour des marchés financiers actuellement. Évidemment, ce niveau de volatilité, il n'aide pas les investisseurs à se positionner. Au moment d'une émission primaire de l'Unédic, on essaye d'attendre un peu un premier avis sur la taille des émissions. Donc en général, nous, on ne se positionne pas forcément avant 10h30, voire 11h. Et une fois qu'on a mis notre ordre, on va suivre les informations qui peuvent nous aider à ajuster notre appétit. Si l'émetteur annonce un resserrement du spread et donc une baisse du taux de rendement trop forte, ça peut nous arriver de sortir de notre ordre car on n'a plus d'intérêt à investir avec un taux de rendement trop faible. Good morning, June. So in terms of next steps, we are conscious of your 2 billion target here, and given the current order book, our recommendation would be +9 for a guaranteed 2 billion trade, and then that would be our recommendation. Okay, so we can set the spread at 9 and see how quality and size can grow, and hopefully we can get the best outcome this way. Ils ont fait +9 et là, le book prend une autre dynamique. Et je vois que les investisseurs, ils se disent ok, +9 ça me va. +9 j'achète l'Unédic, il n'y a pas de problème. Depuis que nous avons communiqué, c'est-à-dire il y a un quart d'heure, il y a quasiment 2 milliards d'euros d'ordres d'investisseurs qui sont arrivés dans le livre d'ordre. Et une grosse vingtaine d'investisseurs. Donc ça fait pas mal de lignes. Et donc aujourd'hui, à 10h45, nous avons 77 ordres dans le livre pour 5 milliards au total d'intérêt de la part des investisseurs. À partir du moment où les investisseurs ont eu cette confiance que la transaction fonctionnait, d'autres sont venus. Et c'est là où effectivement il y a eu une très grosse dynamique pour finir finalement avec un livre d'ordre bien supérieur à 6 milliards. 6 milliards 6 milliards 6. Moi j'avais dit 7 milliards sans investisseurs. On est à ça. Plus de 6 milliards de demandes, donc 3 fois ce qui était proposé au marché. Donc un très grand succès. C'est un succès dès lors où en fait on a les 2 milliards avec des investisseurs qui sont qualitatifs, des investisseurs qui ont conscience de là où ils mettent de l'argent. Les missions sociales qui sont portées par l'Unédic, ils en ont aussi conscience. C'est un super boulot d'équipe, je pense que c'est important aussi de le dire. Alors le jour de l'émission, c'est très concentré entre quelques personnes puisque ça va très vite, il y a beaucoup de discussions. Néanmoins, c'est vraiment un travail collectif entre les équipes financières, la trésorerie, les équipes front office, le directeur financier, le directeur général qui permet d'arriver à ce genre de succès.